Ce soir, vous allez avoir beaucoup de mauvaises nouvelles parce que ce traité en est rempli. Il y aura des mauvaises nouvelles, mais je donne la bonne nouvelle en premier, et c'est que je suis de plus en plus sûre que nous pouvons gagner contre ce qu'on essaie de nous faire avaler. Ils espéraient au début que ce serait secret, que ça passerait comme une lettre à la poste. Ils étaient à peu près sûrs que ce serait le cas. Tout le monde s'est comporté comme s'il n'y avait pas de discussion possible, ni de matière à discussion possible, que ce n'était pas nécessaire et que tout était préparé. Et puis, hop, il y avait même des gens qui disaient on va finir en 2014 et maintenant on dit on espère finir en 2015 et d'autres, les plus réalistes, disent et puis 2016 c'est plus réaliste, même si c'est une année électorale aux États-Unis, nous allons prendre le temps qu'il faut. Mais je constate une chose aussi, c'est que maintenant, même les officiels, quand ils parlent de cela, ils sont presque sur la défensive, parce qu'ils savent qu'il y a une opposition partout, et parfois c'est presque comme s'ils s'excusaient de défendre encore cela. Et leurs relations publiques de la Commission européenne deviennent complètement ridicules. Ils ont concocté des choses que seul un enfant de 5 ans peut croire, et encore un enfant de 5 ans mal informé. Voilà. Alors, commençons par, maintenant, on va aller directo dans les mauvaises nouvelles. Ce traité est secret. Il y a des salles de lecture à Bruxelles et à Washington où peuvent pénétrer 20 parlementaires qui sont triés sur le volet, qui font partie du comité sur le commerce. Yannick Jadot en est un. Ils s'amusent à demander aux ministres s'ils ont ça sur leur bureau, parce qu'eux-mêmes n'ont pas ça sur leur bureau. Ils doivent aller dans la salle de lecture, soit de l'ambassade américaine, soit partager la même salle de lecture pour ces quelques députés qui peuvent entrer, qui peuvent lire, mais qui n'ont pas le droit ni de photocopier, ni de prendre des notes, ni de photographier avec leur portable, rien. Juste lire, et puis, bon, j'espère qu'ils ont bonne mémoire parce que ces textes sont très compliqués, juridiques, etc. Donc, on veut que ce soit secret. On veut empêcher les fuites. Maintenant, on prévoit des peines assez graves. Il y a encore quelques fuites. Il y a des fonctionnaires courageux qui mettent sur Internet mais on les traque de plus en plus. C'est virtuellement irréversible si ça passe. Et pire que ça continuerait à s'appliquer, c'est-à-dire en changeant. On pourrait ajouter des choses année après année si ça a été ratifié. Donc, on n'a pas fini avec ça. Si même ça passe, ça n'est pas écrit comme ça dans le marbre complet. Ça peut être complété au fur et à mesure, notamment en ce qui concerne les régulations, et j'en parlerai plus dans un instant. Ça s'applique à tous les niveaux de gouvernement. Tout ce que je dis s'applique aux municipalités, aux régions et au niveau national. Puis, c'est, à mon sens, une charte pour la liberté des plus grandes firmes. Moi, je les appelle les transnationales, on peut les appeler les multinationales, c'est exactement la même chose. Mais ce sont les plus grosses entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. Et ils ont préparé cela depuis une vingtaine d'années, à commencer en 1995, quand ils ont fondé quelque chose à la demande de la Commission européenne et du ministère du Commerce américain, qui a choisi 70 entreprises qui se sont réunies dans le Transatlantic Business Dialogue, le dialogue transatlantique des affaires, et qui se sont séparées en groupes, qui l'automobile, qui la pharmaceutique, qui la chimie, etc., et qui ont parlé donc depuis 20 ans de comment ils voient le
texte de ce traité et quelles sont les choses qu'elle désire obtenir par ce traité. J'aime beaucoup le slogan de ce dialogue transatlantique. Approuver une fois, accepter partout. C'est pas magnifique, ça? Approuvé par nous une fois, accepté partout. Vous n'avez qu'à maintenant, bon, nous on l'a décidé et vous n'avez qu'à suivre. Je trouve ça merveilleux de, comment dire, de effacement, de modestie, voilà. Et puis, ce dialogue transatlantique se métamorphose à intervalles réguliers. Maintenant, c'est la même chose, ça inclut les mêmes personnes, mais c'est devenu encore plus puissante et avec encore plus de pouvoir. Et voilà ce qu'ils disent d'eux-mêmes dans le Transatlantic Economic Council, qui est le Conseil économique transatlantique qui a été créé par M. Bush, Mme Merkel et M. Barroso. Et voilà ce qu'ils disent. Le Transatlantic Economic Council est une entité politique pour accompagner et accélérer la coopération gouvernement à gouvernement avec l'objectif de faire avancer l'intégration économique entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Moi, je n'ai pas voté pour l'intégration de nos économies et je n'ai pas voté pour une entité politique qui est entièrement composée d'entreprises. Mais c'est eux qui le disent. Et c'est leur fonction to oversee and accelerate. Quelqu'un peut certainement me donner un mot mieux que accompagner. Oversee, c'est vraiment surveiller. C'est superviser. C'est plus, merci, c'est plus superviser et faire avancer plus vite cette intégration. Et puis se décrit comme étant le corps, l'entité qui va nous défaire de toutes ces régulations qui empêchent les affaires d'avancer et qui aussi sont là pour donner plus de pouvoir au secteur privé. Ils disent tout ça, c'est sur leur site. Vous pouvez regarder Transatlantic Economic Council, vous verrez ce que je viens de traduire. Et je n'ai voté pour rien de tout cela, et cela se fait sur notre dos. Bon, alors, qu'est-ce qui est dans ce traité? Il y a des choses qui existent déjà dans un certain nombre de traités bilatéraux. Il y a 3200 traités bilatéraux de commerce et d'investissement. Alors, ne me demandez pas trop de détails sur chacun parce qu'on est là jusqu'à jeudi matin prochain. Et d'ailleurs, je ne pourrai pas répondre. Mais ces traités comportent en général une clause qui s'appelle en anglais, et c'est plus facile à dire qu'en français, l'ISDS, c'est-à-dire le règlement des différends investisseurs à État. Investor to State Dispute Settlement. C'est l'investisseur à l'État, parce que ça veut dire que l'investisseur a le droit de porter plainte contre un État, non pas devant un tribunal instauré par cet État, mais devant un tribunal privé d'arbitres privés, 3 arbitres qui vont dire le droit. Et si l'investisseur estime que ses profits ont été entamés par une loi quelconque de ce gouvernement actuel ou futur, ces profits actuels ou futurs ont été entamés, il porte plainte et il demande une compensation. Et jusqu'ici, il y a eu un certain nombre de ces cas qui peuvent paraître
impossible en droit français. Mais si ça passe, ce sera pareil pour nous parce que le droit d'un traité est supérieur à la loi nationale et même à la loi constitutionnelle. Alors, quelques cas, juste un petit échantillon, parce qu'il y en a beaucoup plus. Sur la santé, vous avez l'Australie et l'Uruguay qui ont essayé de faire une mesure anti-tabac en dictant que les paquets de cigarettes seront désormais d'une couleur brunâtre, pas attrayant, et que 85% de la surface de ce paquet de cigarettes sera décrire les menaces contre la santé et que le logo de la marque sera tout petit. Coup de théâtre, Philip Morris, par sa filiale en Hong Kong, parce que Philip Morris n'a pas son siège qui a un traité direct avec l'Australie, alors il utilise sa filiale et qui porte plainte, et ce n'est pas décidé encore, mais il demande quelques milliards de dollars en compensation à l'Australie et à l'Uruguay. Veolia, contre l'Égypte. L'Égypte a la prétention d'augmenter le salaire minimum. Eh oui. Eh oui. Procès. Oui, on peut rire, parce que moi aussi j'ai ri la première fois où j'ai entendu ça. Mais ce n'est pas un truc à rire, c'est vrai. Ils portent plainte, pas décidé encore. L'Allemagne a décidé de se défaire du nucléaire. Procès. Compagnie suédoise, parce que cette fois-ci, c'est un traité sur l'énergie de certains États européens. Et Vattenfall, la compagnie suédoise de distribution d'électricité, demande 4,7 milliards d'euros à l'Allemagne parce qu'elle a pris cette décision de ne pas ouvrir la prochaine centrale nucléaire et de se défaire des autres. Procès décidé. La compagnie Chevron contre l'Équateur a obtenu une décision d'1,7 milliard de dollars de l'Équateur parce que Chevron a dit nous avions une attente raisonnable de pouvoir forer partout en Équateur et vous nous avez interdit une zone que vous dites écologiquement protégée. Et ils ont gagné. Et l'Équateur n'avait pas le droit de délimiter les zones de son territoire où il était possible de forer. Gaz de schiste. Au Québec, ça c'est pas décidé aussi, une compagnie américaine utilisant, qui est à l'origine une compagnie canadienne, mais pour porter plainte contre le Québec, il faut être étranger, donc elle utilise sa filiale américaine. Et qui demande aussi des compensations, je crois que c'est 250 millions de dollars, c'est plus modeste, n'est-ce pas, au Québec, parce que le Québec a refusé le forage du gaz de schiste dans le bassin du Saint-Laurent. Et ainsi de suite. Les statistiques qui ont été publiées l'année dernière par l'UNESCO et qui portaient sur les cas décidés jusqu'à la fin de 2013, je crois, ou peut-être au mois de juin 2014, je ne me souviens pas la date limite, mais sur les litiges décidés, il y avait eu 63% où l'État a dû payer quelque chose, soit parce que la décision a porté contre l'État, soit parce que l'État a décidé de négocier avec le plaignant hors de ce tribunal pour essayer de faire baisser ses demandes. Mais en 63% des cas, l'État, c'est-à-dire ses contribuables, a dû payer quelque chose en argent public à cette entreprise qui avait porté plainte. Nous sommes maintenant à 608 cas qui ont été mis devant des tribunaux privés depuis le début de ces traités bilatéraux. Ça commence
environ il y a 20 ans, parce que beaucoup de gens voient que l'Organisation mondiale du commerce ne va pas assez vite. Et les investisseurs veulent quelque chose comme ça pour prendre les décisions. Et puis, on a commencé à accepter ces tribunaux qui peuvent être justifiés dans certains cas. Si on parle, par exemple, je ne sais pas, disons la République démocratique du Congo. OK, bon, d'accord. Les cours nationales ne sont peut-être pas très sûres. Hein. On a peut-être des, n'est-ce pas, des cas de corruption, etc. Mais je crois qu'on ne peut vraiment pas dire ça des cours de l'Europe, de l'Allemagne, de la France, même des pays de l'Est, et que les États-Unis, c'est pareil. On ne peut pas dire qu'on ait besoin de ces cours-là. Et la preuve en est qu'il y a 4 trilliards d'investissements, 4 suivis de 12 zéros d'investissements de part et d'autre, nous chez eux, eux chez nous, et qu'il n'y a pas eu jusqu'ici des chœurs de plaintes d'investisseurs qui disaient « j'ai une plainte urgente contre le gouvernement et il me faut un tribunal privé comme ça ». Autrement dit, c'est un peu Bernard Tapie à la puissance 1000. Vous savez que Bernard Tapie a obtenu 400 millions. C'était un arbitre privé. Voilà. Et voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Mais ça peut être utilisé pour baisser les lois sur l'environnement, sur les conditions de travail, sur l'alimentation. Ça, on nous promet beaucoup sur l'alimentation parce que les États-Unis sont foncièrement opposés à notre opposition aux OGM. Ils disent que c'est complètement ridicule, que ce sont des céréales exactement comme les autres. Les États-Unis tolèrent beaucoup plus de pesticides. Et d'ailleurs, pesticides et OGM, ça va ensemble. Parce que vous savez, ce sont des plantes qui sécrètent leurs propres pesticides. Et puis le glyphosate est utilisé couramment, qui est cancérigène. Ça, maintenant, l'Organisation mondiale de la santé l'a dit. Bref, nous sommes devant un système judiciaire qui non seulement saisit des cas et laisse le système démocratiquement instauré des cours nationales complètement en dehors, mais qui peut aussi, et vous le voyez bien, mettre une chape de plomb sur les décisions de l'exécutif. Si on est un gouvernement et on se dit « j'aimerais beaucoup améliorer les lois sur le travail, sur l'environnement, sur la santé, sur toute une série de choses, mais je vais avoir une flopée de procès qui me tombent sur le dos, mais ça fait hésiter, ça peut vraiment calmer l'ardeur même des meilleurs gouvernements, et surtout s'ils sont des pays petits, comme la Slovaquie, qui a eu la mauvaise idée de privatiser complètement, c'était après la chute de la Russie, du système soviétique, et qui avait privatisé complètement le système de santé. Et c'était un tel désastre qu'en 2006, elle voulait le remettre dans le domaine public. Claque, procès des assureurs de santé, des fournisseurs privés de soins de santé. Et ça, ce sont des procès en cours, mais ça risque de coûter très, très cher. Alors, c'est extrêmement difficile de retourner au statu quo ante si on a pris des mesures comme ça. Voilà l'une des choses qui est le plus, je crois, les plus grandes menaces que nous avons en face. Et puis, il y a aussi les régulations. Et je vais y venir, mais d'abord, je voudrais vous dire comment la Commission européenne justifie cette chose-là. Parce que merci.
la commission a fait faire une étude. Oui, ben je devrais peut-être commencer par vous dire ce qu'il y a dedans. Ça s'appelle TAFTA. Ça ne s'appelle pas TAFTA aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ça rappelle NAFTA, ALENA en français, c'est-à-dire l'accord de libre-échange Amérique du Nord, qui est nord-américain, ALENA, mais NAFTA en anglais. Et le NAFTA, ça rappelle de très mauvais souvenirs aux Américains. Alors évidemment, les Américains ne l'appellent pas TAFTA, parce que les mauvais souvenirs, c'est la perte de moins 600 000 emplois, avec les meilleurs emplois industriels qui ont été perdus. Et ça a été mauvais pour le Mexique et aussi pour le Canada. Naturellement, on l'avait justifié avec le duo croissance et emploi. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a rien ajouté, mais cela a donné la possibilité aux très grands agriculteurs de ruiner quelques 2500 millions d'agriculteurs mexicains. Donc, TTIP, c'est comme ça qu'on le désigne aux États-Unis et d'ailleurs dans le reste de l'Europe. Transatlantic Trade and Investment Partnership, le partenariat commerce et investissement transatlantique. Mais je n'arrive jamais à faire l'acronyme de ça. Donc, TTIP, c'est facile. Oui, sûrement. PTCE, bon, mais ça va facilement. Mais on ne l'appelle pas comme ça. On l'appelle soit Grand Marché transatlantique. Mais TAFTA, OK, on va parler comme ça. Mais trade et investissement, OK. Commerce, pas tellement. C'est pas tellement un accord de libre-échange. Moi, j'ai rien contre les échanges. Et là, on est vraiment, pour ce qui est des tarifs douaniers, presque aux limites. Les moyennes, c'est 2-3% de tarifs douaniers à la frontière. C'est pas grand-chose. Et même les Américains disent que c'est pas la peine de faire tout ce tralala pour aller de 2% à 0. C'est pas ce qu'ils cherchent, ça. Investissement, si. Ça, je vous en ai parlé parce que ça aboutit au procès, ça aboutit à beaucoup plus de droits pour les investisseurs. Et comment les Européens justifient ça? Parce que le vrai contenu n'est pas mentionné dans le titre. Et le vrai contenu, c'est cette histoire juridique de procès, d'arbitrage que je vais raconter, et puis aussi les normes et les régulations. Parce qu'en Europe, nous avons des règles bien plus fortes qu'aux États-Unis, et nous avons une philosophie différente pour fixer les règles. Nous avons le système du principe de précaution. C'est-à-dire, si une compagnie veut mettre sur le marché tel produit ou utiliser tel procédé, c'est à cette entreprise de prouver l'innocuité de cette substance ou de ce procédé. Ce n'est pas au gouvernement, et c'est ça le principe de précaution. Et si ce n'est pas évident que c'est inoffensif, on dit on ne le fait pas. Et puis à vous de prouver scientifiquement qu'il n'y a pas de problème. Le contraire est le cas pour les États-Unis. La charge de la preuve, ça n'est pas sur l'entreprise, c'est sur, en fait, le public et sur le gouvernement, sur le régulateur, sur les agences de régulation. Et il y a un système, il y a une loi depuis 40 ans, mais c'est aux régulateurs de répondre très souvent dans un délai très bref, dans les 3 mois, si ils acceptent ou pas que ce soit mis sur le marché. Et le plus souvent,
on ne répond rien, et puis c'est OK, on peut mettre sur le marché. Et puis s'il y a des litiges, s'il y a des plaintes, s'il y a des actions en justice après, là, on peut être amené à retirer quelque chose. Par exemple, dans le cas des voitures, la General Motors a dû rappeler 2 millions de voitures. Depuis quelques années, c'est comme ça, depuis 2012, 2 millions de voitures ont été rappelées parce que l'allumage s'arrête. Sans rien dire. Vous êtes au milieu d'un carrefour, vous êtes sur l'autoroute, vous n'avez plus rien. Vous n'avez pas de frein, vous n'avez pas de direction, vous n'avez rien. Et il y a eu des morts. Mais l'Agence de régulation des voitures a dit oui, on a eu des plaintes, on a eu quelques plaintes par mois, mais on trouvait qu'il n'y avait pas encore suffisamment pour prendre des mesures. Ah. Bon, OK. La chimie. Depuis qu'on a la directive REACH, l'Europe a mis hors la loi 1200 produits chimiques. Et l'Amérique, depuis 1976, qu'existe leur loi, c'est combien de produits, à votre avis, qui ont été interdits? 5. Plus, vous voyez, vous êtes très... vous êtes méchante pour les États-Unis. Hein? Non, 5, pas 3. 5. Bon, c'est peut-être pas assez. Ça affecte nos cosmétiques aussi. Hein? Toutes, vous savez, on se met quelque chose sur la figure. Ben, si c'est américain, ça peut contenir beaucoup plus de produits chimiques qui ne sont permis en France. Alors, etc., et je peux parler plus des régulations. Mais comment l'Europe justifie tout ça? Elle cite à tout moment, et Mme Malmström, qui est maintenant le nouveau commissaire au commerce, a dit encore l'autre jour, elle a cité encore ces chiffres, qu'il y aurait, pour chaque famille européenne, il y aurait 545 euros de bénéfices, et je ne sais plus si c'est par mois, si c'est par quelqu'un, c'est par an, voilà. C'est par an. Et puis, il dit aussi qu'il y aura des gains d'emploi et des gains du PIB qui sont chiffrés et qui se situent autour de 0,05% par an, et ceci en 2029. Eh oui, et puis ça, c'est leur estimation maximum. Et c'est relativement honnête comme étude pour un client de l'Union européenne, parce que la boîte à pensée, la boîte à études qu'a choisi la Commission européenne est un client à qui elle demande souvent des études. Enfin, il y a un certain conflit d'intérêts là pour dire que c'est un institut indépendant qui a fourni cette étude. Mais toujours est-il qu'il y a un jeune chercheur américain qui, en octobre de l'an dernier, a publié une étude qui a bouleversé tout ça. Parce que d'abord, il dit, mais ça ne tient pas la route, parce que l'étude faite pour l'Union européenne est basée sur des suppositions, ça s'appelle des modèles. Vous savez, les économistes font toujours ils supposent certaines conditions remplies, et puis ils calculent à partir de ce modèle. Et la Commission, son fournisseur, a utilisé le modèle de la Banque mondiale. Je ne vous ennuie pas avec les détails, ça a un nom, mais ça n'a aucune importance, qui suppose que si quelqu'un perd son emploi dans un secteur qui est en déclin, il va trouver aussitôt un autre emploi dans un secteur en expansion. Donc le chômage, c'est magiquement, c'est formidable,
effacé. Alors, ce jeune chercheur qui a un nom portugais, qui s'appelle Jerónimo Capaldo, a dit, mais moi j'utilise un autre modèle qui est celle des États-Unis, des Nations Unies, où on ne suppose pas cela, et il arrive à des conclusions exactement opposées à celles de la Commission. Il dit, au contraire, au pire, ou au mieux, non, même au mieux, il y aura une perte d'emploi de 600 000 postes de travail. La France serait en bonne place avec une perte de 130 000. Quand on dit que chaque famille aura 545 € de plus, déjà, c'est une tasse de café par semaine pour chaque membre de la famille. Mais ensuite, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est une moyenne. Alors, on suppose que rien n'ira au capital, que tout ira aux familles, c'est-à-dire au travail, aux consommateurs. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe en ce moment. Maintenant, la richesse, il y a eu des richesses créées, il y a eu des augmentations de PIB aux États-Unis en particulier, et 93% est allé au capital. Alors, on ne voit vraiment pas beaucoup comment on pourrait avoir des accroissements de PIB, d'emploi et de croissance mais la Commission tient à cela, et cette pauvre Madame Malmström a cité ça l'autre jour, alors que vraiment elle était en France il y a 15 jours, mais plus personne ne cite les chiffres de la Commission. Tous ceux qui connaissent un peu et qui suivent ça tous les jours, comme je suis un peu obligée de le faire, n'oseraient citer maintenant ces chiffres. Alors, je vais revenir un peu maintenant, mais je vais essayer de faire très vite aux régulations. Ce que nous craignons là, surtout, c'est que ce qu'on manigance, ce sont des conseils coopératifs de régulation où les transnationales vont avoir toute leur place, que ça ne sera pas l'agence européenne de la sécurité alimentaire ou de la sécurité chimique, etc., mais que ce sera un conseil régulatoire qui va incorporer certains experts de ces agences, mais aussi beaucoup d'experts, entre guillemets, des entreprises. Parce que c'est déjà le système en Europe, que les comités d'experts, c'est toujours à 85% des gens qui viennent de l'industrie et des très grandes compagnies. Et quand la Commission préparait le TAFTA, préparait les négociations en 2012, elle a tenu 127 réunions et 93% étaient avec les lobbies et les plus grandes entreprises. Donc, il faut se méfier. Ça laissait 7% pour les ONG, les syndicats, les organisations de consommateurs et ainsi de suite. La Commission considère que sa clientèle, si j'ose dire, c'est d'abord la très grande industrie. Maintenant, elle dit aussi les PME vont profiter. Ça n'est pas l'avis d'une organisation qui est allemande, je crois, d'origine, et qui, d'ailleurs, la plus grosse confédération des PME allemandes s'est prononcée contre le TAFTA, c'est 250 000 PME. Et cette organisation qui s'appelle MORE, M-O-R-E, et c'est pour la pertinence des traités de libre-échange, c'est la traduction que je peux vous donner, et ils disent, mais attention, parce que vous risquez de perdre beaucoup. D'abord, on dit que vous allez pouvoir utiliser l'ISDS, vous allez pouvoir utiliser les tribunaux privés. Mais qui va pouvoir? Les coûts sont en moyenne 10 millions de dollars pour le plaignant.
Les arbitres, c'est très cher. Les avocats, c'est très cher. C'est 1 000 $ de l'heure, les avocats de ce niveau-là. Les arbitres, c'est 3 000 $ par jour. Et en moyenne, c'est 10 millions de dollars de coûts. Sans compter si vous perdez. Il n'y a pas d'appel, d'ailleurs. Je n'ai pas dit ça avant. Cette organisation dit attention aussi, parce que si vous êtes dans la chaîne des fournisseurs pour une très grosse entreprise, et si cette entreprise part aux États-Unis, comme ça va arriver avec beaucoup d'entreprises, parce qu'il y a la moitié des États américains qui ont des lois antisyndicales et qui paient le salaire minimum qui est de l'ordre de 7,50 $ de l'heure, légal, et qui qui permettent pas l'organisation collective et la négociation collective, ben ça va tenter pas mal d'entreprises européennes d'avoir des lois aussi lâches sur le travail. Et puis qui fait d'autres points sur ce que devrait être la méfiance des PME, PMI. Mais maintenant, la Commission essaie de vendre ça aux PME, ce qui n'est pas le cas de ceux qui ont la responsabilité des PME. Et il faut rappeler qu'il y a 20 millions de PME en Europe et que ça fournit au moins les 2/3 des emplois et parfois dans certains pays jusqu'à 80%. Je crois qu'en France, c'est 80%, vous me corrigerez. Bref, les marchés publics, ce serait aussi très attractif. Et il y a une fuite depuis la semaine dernière, et je n'ai pas pu l'évaluer, alors je vous dis ça sous toute réserve, mais il paraît, et c'est une fuite qui nous vient de l'Allemagne, il paraît que la Commission aurait dit aux négociateurs américains, on vous donne l'agriculture si vous nous donnez les marchés publics aux États-Unis pour tous les États. Si nous donnons l'agriculture, c'est très grave parce que c'est le seul domaine dans lequel les tarifs douaniers que j'ai cités au début, de l'ordre de 2-3%, c'est le seul domaine où ces tarifs douaniers sont plus élevés, de l'ordre de 12-13%. Et pour cause, parce qu'il est parfaitement impossible qu'une très grande proportion de nos agriculteurs en France, mais aussi dans d'autres pays, puissent concurrencer les flots, les inondations de produits américains qui vont arriver. Ce n'est pas possible qu'une ferme, en moyenne, nos fermes sont de 13 hectares. Ce n'est pas possible de concurrencer des fermes qui sont des dizaines de milliers d'hectares et qui, en plus, utilisent des OGM, utilisent des produits chimiques, etc. Alors, si c'est vrai, je trouve que c'est très grave. Mais les entreprises françaises, les Bolloré et sans doute, j'ai un trou, Vinci, sont très intéressés par les travaux publics aux États-Unis. Et avec ce traité, il serait impossible de garder les marchés pour les entreprises locales. Bon, il y a quelque chose pour tout le monde à détester dans ce traité. C'est ce que j'ai dit au début. Je vois que j'ai été déjà très longue. Je vais m'arrêter là, mais pour vous dire que c'est quelque chose que l'on peut battre, parce que dès que les gens entendent parler de ce qu'il y a dans ce traité, ils sont horrifiés. Enfin, j'espère que j'ai horrifié un certain nombre de personnes ce soir. Parce qu'on a entendu parler du TAFTA, mais on ne sait pas toujours, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est effectivement horrifiant. Et si vous racontez ça à vos familles, à vos collègues de travail, peut-être à vos enfants ou à vos parents,
je crois que vous allez les horrifier. Nous appelons ça la stratégie de Dracula. Parce qu'on prend le vampire, on l'expose à la lumière, et le vampire se ratatine et il meurt, parce qu'il ne supporte pas la lumière du jour. Alors vous êtes tous des lumières du jour sur le taffetas, et je vous remercie beaucoup de votre attention, et j'attends vos questions. Voilà.